Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 19 janvier. Un jeune footballeur professionnel de 24 ans a été hier soir sauvé in extremis sur la pelouse du stade de Sedan en plein match de Ligue 2. Il a été victime d'un malaise cardiaque. Une question ce soir, les Français connaissent-ils les gestes qui sauvent en cas de crise cardiaque? Il faut que l'on sorte des quotas. Nicolas Sarkozy, en visite à Boulogne-sur-Mer auprès des marins pêcheurs, jette un pavé dans la mare de la Commission européenne. Le bras de fer est-il engagé? Nous poserons la question au principal intéressé. Le ministre de la Pêche, Michel Barnier, sera notre invité dans un instant. Un témoignage ce soir, celui de Maître Gouet-Janselme. Cette avocate était présente le jour de l'explosion d'un colis piégé le 6 décembre dernier dans un cabinet d'avocats parisien. Une explosion qui avait tué la secrétaire de ce cabinet. Maître Gouet-Janselme revient pour la première fois sur ce qu'elle a vécu et les questions de l'enquête. George Clooney est définitivement bien plus qu'un acteur. Son combat pour le Darfour vient d'être récompensé par l'ONU qui l'a nommé aujourd'hui messager de la paix. Mais le combat pour le Darfour n'est pas terminé. La force militaire qui doit protéger les populations réfugiées tarde à se mettre en place. Nos équipes ont pu le constater. C'est le grand format de ce soir. Enfin, le retour d'un aventurier de la chanson, Bernard Lavilliers, nous présentera son dernier album, son titre Samedi soir à Beyrouth, au programme du reggae et de la soul, à découvrir tout à l'heure. Merci d'être avec nous. On commence ce journal donc par la vie de ce joueur de football qui n'a tenu hier soir pendant quelques minutes qu'à un fil. Tout cela s'est déroulé sur la pelouse du stade de Sedan, en plein match de Ligue 2. Le défenseur de l'équipe de Niort, Marco Randriana, s'est soudainement écroulé, victime d'un accident cardiaque. Heureusement, les secours ont réussi à le ranimer. Florent Gautreau et François Privat. Il a frôlé la mort sur un terrain de football. C'est la 23e minute du match Sedan-Niort. Le défenseur niortais Marco Randriana s'effondre, victime d'un arrêt cardiaque. L'arbitre, alerté par son assistant grâce à une oreillette, fait entrer immédiatement les soigneurs. Le joueur, lucide quelques instants, perd alors connaissance. Quand on a vu les secours s'affairer autour de lui, on pense forcément au pire. Et puis je suis descendu sur le terrain et effectivement le pire était en train de se produire. Le cœur s'est arrêté, la respiration aussi. Alors les pompiers, appelés en renfort, décident d'utiliser un défibrillateur pour relancer l'activité cardiaque par des chocs électriques. Le cœur de Marco Randriana repart. Le joueur est évacué et reprend connaissance sur la route de l'hôpital. Les secouristes sont intervenus, les sapeurs-pompiers sont intervenus et en moins d'1 minute 30, la défibrillation a pu avoir lieu. Le match interrompu 8 minutes reprend. Marco Randriana, hors de danger, est transféré à Reims dans un service spécialisé en cardiologie. Les examens sont rassurants. Le joueur, toujours hospitalisé en soins intensifs, est aujourd'hui sain et sauf. Il va très bien, on a pu discuter longuement une bonne vingtaine de minutes et tout va bien. Il est tranquillement dans son lit et il répond aux coups de fil d'hiver qui n'arrêtent pas de tomber. Mais je dirais il est en pleine forme. Hier soir, le match et le résultat avaient peu d'importance car un joueur de football de 24 ans a été sauvé grâce à l'efficacité des médecins, des secouristes et des pompiers. Alors, sauver une vie se résume parfois à quelques gestes que l'on peut apprendre, mais également de plus en plus à la mise en place pour le grand public de défibrillateurs. Un récent décret autorise tout citoyen à les utiliser, mais il faut bien sûr de la pédagogie. Alors, la France est-elle en retard en la matière? Quels sont les gestes qui sauvent? Reportage Malauréonou, Alexis Delcourt. Il s'effondre brutalement, inanimé. Miclosphère ne respire plus normalement, tous les symptômes de la mort subite. Marc-Vivien Fouet en 2003, Antonio Puerta en août 2007 ou Phil O'Donnell le mois dernier. Elle est longue la liste des athlètes qui n'ont pas pu être réanimés. Chaque année en France, de 300 à 500 sportifs occasionnels ou de haut niveau succombent à un arrêt cardiaque. Au total, on compte environ 50 000 victimes de mort subite par an. Nombre de ces décès pourraient être évités. Si vous ou moi faisons un arrêt cardiaque dans la ville, nous avons moins de 2% de chances d'être récupérés et sauvés. Avec développement des défibrillateurs automatiques dans les lieux publics par exemple, ou aux endroits, j'allais dire, stratégiques, eh bien on arrive jusqu'à 20 à 30%. Des taux de réanimation atteints aux États-Unis par exemple. Là on trouve un peu partout ces défibrillateurs automatiques. Ils délivrent des chocs électriques pour relancer le cœur. À la portée d'un enfant de 10 ans, l'appareil diagnostique l'arrêt automatiquement et ne se déclenche que si nécessaire. La France commence à équiper ses villes, ses clubs professionnels, mais on est loin du compte. Que faire alors sans défibrillateur? Eh bien, l'attendre. Il faut appeler les secours, puis pratiquer un massage cardiaque, une centaine de pressions par minute de manière continue, et plus besoin de bouche à bouche.
D'abord, il n'est pas fait, il est mal fait. Et au fond, on sait aujourd'hui qu'avec un simple massage cardiaque, on peut prolonger les gens pendant plusieurs minutes. Donc le massage aujourd'hui, et ce sont les recommandations internationales, suffit pour attendre les secours. Dans 70% des cas, l'arrêt cardiaque se produit devant témoins. Mais seuls 2 Français sur 10 tentent la réanimation. Or, sans intervention dans les 10 minutes, la mort devient inévitable. Dans l'actualité de ce samedi également, la disparition d'une femme de 50 ans près de Perpignan. Cela fait une semaine maintenant que cette mère de famille a disparu. Les recherches de la gendarmerie n'ont pour le moment rien donné. Hélène Vergne, Françoise Mazou. C'est une mère de famille âgée de 50 ans, cadre à France Télécom. Martine Beaumont n'a pas donné signe de vie depuis une semaine. Dimanche dernier, elle quitte son domicile, sans téléphone portable, sans papier sur elle, habillée d'un jogging et d'un anorak. Elle avait, disons un peu plus tard dans l'après-midi, rendez-vous avec une amie qu'elle n'a jamais rejoint. Et donc quand elle est partie, tout laissait à supposer qu'elle allait soit rejoindre son amie, soit partir faire une promenade. Le soir même, les premières opérations de recherche sont menées. Chaque jour, une vingtaine de gendarmes, un hélicoptère, des plongeurs, mais aussi les amis et la famille patrouillent sans relâche. On fouille tous les fossés, toutes les broussailles, sous les arbres, on cherche les puits, partout où quelqu'un pourrait se trouver en danger. Rien, absolument rien. Absolument rien. Selon sa famille, Martine Beaumont n'était pas dépressive, n'avait pas de problème particulier. Demain, les recherches se poursuivront pour le 8e jour consécutif. Mais le bureau du procureur qualifie aujourd'hui cette disparition d'inquiétante. Et puis je vous rappelle que l'on est toujours sans nouvelles d'une jeune étudiante de 19 ans, disparue depuis une semaine dans le Loir-et-Cher. Elle avait quitté le domicile de sa mère samedi dernier pour se rendre chez une amie. Sa voiture et son sac à main ont été retrouvés près d'une rivière à quelques kilomètres de là. Je vous le disais en titre, Nicolas Sarkozy avait rendez-vous aujourd'hui avec les marins pêcheurs de Boulogne-sur-Mer et le chef de l'État leur a adressé un message qui a dû faire grincer quelques dents du côté de Bruxelles et de la Commission européenne. En résumé, je cite, il faut sortir de la polémique des quotas. La pêche fait partie de l'identité nationale française. Voilà pour les phrases du jour. Alex Bouillaguier et Delphine Parek-Miller. Nicolas Sarkozy vient à peine de poser le pied sur les quais du port de Boulogne-sur-Mer et déjà, chez les pêcheurs, le même refrain. La France a été absente trop longtemps de Bruxelles. Il faut prendre la main à Bruxelles. Il y a de la ressource surtout. Les quotas de pêche imposés par l'Union européenne, c'est la principale inquiétude de ces pêcheurs. Et pour éviter un accueil houleux comme au Guilvinec en novembre dernier, Nicolas Sarkozy n'est pas venu les mains vides. Il leur promet d'obtenir davantage de quotas. Moi, je me sens tout à fait de vos côtés sur l'affaire des quotas. Laissons les gens travailler. Bon, on a déjà vu le drame que ça pouvait représenter. Si les gens veulent gagner plus, et c'est normal, ils doivent travailler. Il faut les laisser travailler. 310 millions d'euros injectés sur 3 ans dans la filière pêche, de quoi rassurer les pêcheurs, enfin presque. Est-ce que ça va suivre au niveau européen? On ne sait pas, parce que bon, c'est plutôt au niveau européen que ça se passe, tout ce qui est quotas et compagnie, quoi. Il est sûr qu'il y a des règles au niveau européen, mais toute règle doit évoluer et toute règle n'est pas inscrite dans le marbre. La France peut-elle pousser Bruxelles à revoir ses quotas? Autre interrogation pour certains, n'y aurait-il pas alors un risque de surexploiter une ressource limitée? Si on va vers un système de surexploitation de la ressource, alors le risque c'est que pas mal d'espèces disparaissent des eaux européennes, comme le cabillaud a disparu des côtes du Labrador en 92 au Canada, justement parce que des politiques tenaient le même discours vis-à-vis des pêcheurs. Nicolas Sarkozy l'a promis, une nouvelle réunion se tiendra au printemps avec les marins pêcheurs. Un président qui, de toute évidence, semble vouloir renouer avec le terrain. Alors le message semble clair de la part du président de la République. Un mois jour pour jour après la signature d'un accord sur les quotas au niveau européen, Nicolas Sarkozy remet-il en cause cet accord? L'invité de notre rubrique 3 questions est ce soir le ministre de l'Agriculture et de la Pêche, Michel Barnier. Bonsoir. Alors vous étiez aux côtés du président à Boulogne-sur-Mer ce matin. Est-ce que Nicolas Sarkozy a choisi d'engager un bras de fer avec ses partenaires sur les quotas? Comme l'un des responsables de la pêche l'a dit, les règles ne sont pas immuables à Bruxelles. Je peux vous dire comment ça se passe, cette fameuse nuit où on répartit les quotas sur les propositions de la Commission. C'est une sorte de marchandage un peu archaïque. Je te donne du cabillaud, tu me donnes du colin, j'ai besoin de hareng, tu me donnes de la sole. Franchement, je pense que la nature
et les marins-pêcheurs méritent mieux que cela. Et qu'est-ce qu'a dit le président aujourd'hui? Ce que j'avais moi-même dit d'ailleurs il y a quelques semaines à Bruxelles, c'est qu'on peut faire autrement et mieux, et pour la réserve halieutique, et pour les marins-pêcheurs. Et par exemple, gérer ces quotas, non pas sur un an, avec ce moment un peu dramatique que tout le monde attend et auquel tout le monde est suspendu, les écologistes comme les marins-pêcheurs, mais sur 3 ans. Et puis il y a une autre réforme qu'il faut faire. Il y a une autre réforme qu'il faut faire, c'est de rapprocher le point de vue des scientifiques de celui des marins-pêcheurs. Est-ce que vous aviez prévenu vos partenaires à Bruxelles de cette volonté de remise à plat ? Mais j'ai dit au mois de décembre, au lendemain de cette fameuse nuit qui s'est d'ailleurs terminée à 7 heures du matin, que ce système était archaïque et que nous proposerions de le remettre à plat. Il ne s'agit pas de supprimer les quotas. Vous savez, les marins-pêcheurs, ils savent mieux que d'autres et plus tôt que d'autres qu'ils ont besoin de poissons pour travailler. Il y a des poissons, certaines espèces qui se reconstituent. Je pense à l'anchois qui est interdit depuis 3 ans et qui réapparaît. Les coquilles Saint-Jacques, voilà un bon exemple qui avait disparu grâce à une gestion raisonnable, responsable avec les marins-pêcheurs, elle est abondante cette année. Puis il y a des ressources auxquelles il faut faire attention, comme le thon rouge en Méditerranée par exemple, et là, naturellement, il faut des quotas, il faut une gestion sérieuse. Cette question-là, on va la mettre au cœur de nos Michel Barnier, vous aviez été très ferme après cet accord de décembre dernier, avançant que la justice ferait respecter ces quotas. Ce soir, c'est un retour en arrière, c'est assez clair tout de même. Non, ce n'est pas un retour en arrière. Si certaines règles ne sont pas respectées, si la règle du jeu n'a pas été respectée par tel ou tel bateau ou tel pêcheur en Méditerranée, la justice passera et nous avons lancé des poursuites pour que la règle du jeu soit respectée. Ce que nous disons, ce que le dit le président de la République, c'est qu'on peut remettre à plat la gestion des quotas pour qu'elle soit à la fois équitable, un peu plus durable, donner un peu de perspective à cette profession dont je rappelle qu'elle est le métier le plus dangereux dans notre pays. Il y a 20 morts par an. Le président de la République a dit que cette activité de la pêche était au cœur de l'identité française, comme c'est le cas de l'agriculture. Ils ont le droit d'avoir un peu de perspective et en même temps on peut gérer ces quotas de manière plus sérieuse et en même temps plus scientifique. Merci Michel Barnier. Et puis la politique toujours à noter, ce sondage à paraître demain dans le journal du dimanche. La chute de popularité de Nicolas Sarkozy semble se confirmer avec une perte de 5 points en janvier dans le baromètre IFOP cette fois. Le chef de l'État qui est crédité de 47% d'opinion favorable. De son côté, le Premier ministre lui est en légère hausse avec 50% de personnes satisfaites. Le 6 décembre dernier, un colis piégé faisait un mort et un blessé grave au sein d'un cabinet d'avocats parisien. Une explosion qui laissera les membres de ce cabinet sous le choc. Impossible de comprendre pourquoi ce colis leur a été adressé après plusieurs semaines. Où en est l'enquête? Comment vivre avec les multiples questions qu'ont entraîné ce drame? Ce soir, l'une des avocates qui était ce jour-là à quelques mètres de l'explosion témoigne. Elle s'appelle Maître Gouet-Janselme, propos recueillis par Fanny Stemler et Daniel Lévy. Maître Catherine Gouet-Janselme n'a repris le travail que cette semaine. Le 6 décembre 2007, sa vie a basculé. C'est à elle que l'un des colis était destiné. L'avocate était dans son bureau au moment où la bombe a explosé, tuant l'une des assistantes du cabinet. Quand je suis arrivée dans l'entrée, c'est l'image la plus terrifiante qui reste imprimée sur mes rétines à vie. Jacqueline était dans une mare de sang. Jacqueline Benboili est morte dans cette pièce. Elle était avec un autre avocat du cabinet en train de déballer les 3 colis qu'il venait de trouver posés sur le pas de la porte. Lui sera grièvement blessé à l'œil. Visiblement, Jacqueline a ouvert la boîte de chocolat, le paquet donc pour le personnel. Pendant ce temps, Olivier Brahn devait être en train d'ouvrir son paquet, le paquet qui lui était destiné, dans lequel il y avait une caissette donc en bois qui était censée contenir du bourbon. Et là, l'explosion a eu lieu. Une affaire qui reste toujours un mystère pour les hommes de la brigade criminelle. 3 ADN étrangers au personnel du cabinet ont été retrouvés sur les colis. Quant à l'explosif, de la poudre noire, il écarterait la piste terroriste. Maître Gouet-Janselme, quant à elle, cherche toujours qui pourrait lui en vouloir. Si je le savais, je pense que les enquêteurs le sauraient aussi. Malheureusement, c'est ça qui crée une telle angoisse et un tel sentiment de terreur qui continue. C'est que précisément, on ne sait pas vers qui était dirigé cet attentat. Qui voulait-on vraiment viser? Des interrogations qui restent sans réponse. Depuis le drame, l'immeuble est en permanence sous surveillance policière.
À l'étranger, avec la course à la Maison-Blanche aux États-Unis, on vote pour les caucus cette fois dans le Nevada. Depuis le début de cette campagne, la chasse aux minorités est ouverte. Les jeunes pour Obama, les femmes pour Hillary Clinton, les religieux pour Huckabee. Cette fois, ce sont les hispaniques qui sont la cible de ce rendez-vous électoral, et notamment à Las Vegas. Reportage sur place, Alain Chalvron, Aaron Diamond. Pas de crise économique à Las Vegas, pas de récession pour les néons, les casinos, les machines à sous et les plaisirs. Vegas est la ville des États-Unis qui se développe le plus vite. Des casinos, des hôtels, encore et encore, on construit partout, ou plutôt, ils construisent, les latinos. Main d'œuvre pas chère, un quart de la population du Nevada, la communauté qui pourrait bien faire la différence. Barack Obama l'a bien compris, qui fait campagne dans la langue de Cervantes. Si c'est puede, oui c'est possible, la victoire bien sûr. Il est formidable, incroyable. Il sait nous motiver au moment crucial, car le Nevada, c'est le grand test pour le vote latino. Hillary Clinton n'est pas en reste. Fidèle à son nouveau style proche des gens, qui lui a si bien réussi dans le New Hampshire, elle a fait le tour des quartiers latinos, s'invitant dans des familles et donnant des interviews à des télévisions en espagnol où elle montre l'étendue de sa culture hispanique. J'adore la cuisine mexicaine, je pourrais en manger tous les jours. L'ancienne première dame a beaucoup utilisé son mari, tant est grande sa popularité ici, dans la communauté hispanique. Si vous avez Hillary, vous avez Bill aussi. Et quand on regarde, c'est fou tout ce qu'il a accompli. Bill qui pourrait bien être finalement le joker décisif dans la capitale du jeu. On retrouve tout de suite Alain Chalvron à Las Vegas. Alain, bonsoir. Alors, quelles sont les dernières tendances ce soir ? Écoutez, les sondages sont contradictoires. La plupart placent Hillary Clinton avec une légère avance, mais les tout derniers donnent un léger avantage à Barack Obama. En fait, ça sera une lutte très serrée. Alors Hillary Clinton bénéficie de la dynamique, c'est elle qui a gagné la dernière primaire dans le New Hampshire, et elle surfe sur sa victoire. Mais Barack Obama a obtenu le soutien du syndicat des casinos et des hôtels, le principal syndicat ici dans le Nevada. Or, vous le savez, dans les caucus, le vote n'est pas secret. On rejoint un groupe. Autrement dit, les membres du syndicat devront obéir aux consignes, sinon ils se feront mal vus. Et ici, c'est pas très bon d'être mal vu par les syndicats. Ils sont pas, disons, très démocratiques. Alain, on a vu également depuis quelques heures que le ton de la campagne s'est durci entre les candidats, et notamment entre Barack Obama et Hillary Clinton. Oui, il y a d'abord eu l'épisode Martin Luther King. C'est Hillary Clinton qui a affirmé que les droits civiques devaient être mis au crédit autant du président blanc Johnson que du pasteur noir Martin Luther King. Il ne lui a pas fallu plus pour être à demi-mot qualifié de raciste. Et puis il y a eu cette publicité de partisans de Barack Obama en espagnol affirmant qu'Hillary Clinton avait peu de considération pour les islamiques. Les Clinton ont demandé des excuses tout en sortant une vieille vidéo de Barack Obama qui faisait l'éloge du président républicain Ronald Reagan. Vous voyez, on ne se fait plus de cadeaux et ça sent pas très bon. Merci Alain, on vous retrouvera demain pour les résultats. George Clooney n'est définitivement pas un acteur comme les autres. Aujourd'hui, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, l'a nommé messager de la paix, un titre dont il s'est dit cet après-midi profondément honoré et qui vient récompenser son rôle prépondérant dans la mobilisation internationale sur la tragédie humanitaire du Darfour. Son portrait et son engagement avec Christian Autain. Adulé à chacune de ses apparitions, George Clooney n'incarne pas que la séduction. Sa belle gueule, il a décidé de la mettre au service de nobles causes. Début 2006, l'acteur, caméra au point, se rend au Darfour, ignoré des médias. Il lance alors un cri d'alarme. Beaucoup de choses horribles se passent actuellement ici. Mon père et moi sommes venus nous rendre compte par nous-mêmes. Pendant 10 jours, George Clooney et son père, ancien présentateur vedette, recueillent de multiples témoignages auprès des réfugiés sur les exactions commises par les milices du gouvernement soudanais. L'acteur en rapporte un film choc de 20 minutes et mobilise les foules avec le même message, repris par tous les médias. Le gouvernement soudanais veut anéantir systématiquement une race entière. C'est vraiment pour moi le premier génocide du XXIe siècle. Acteur engagé, George Clooney est aussi un militant de la première heure contre la guerre en Irak.
ce qui lui a valu d'être qualifié de traître. En fait, il y a en Irak des dizaines de milliers de morts chaque mois qui me donnent raison. Si c'est ça, je veux bien être un traître à mon pays. En septembre dernier, le comédien était invité à l'ONU aux côtés d'Elie Wiesel pour plaider en faveur du Darfour. Le 31 janvier, il y recevra le titre de messager de la paix des Nations Unies, une distinction qui est allée droit au cœur du séducteur. Alors justement, quelle est la situation au Darfour? Depuis le 1er janvier, une force hybride composée de l'ONU et de l'Union africaine doit se mettre en place avec pour mandat de protéger les populations, notamment les réfugiés. Mais nos équipes sur place ont pu constater que cette force manquait toujours de moyens. C'est le grand format de ce soir. Il est signé Renaud Bernard et Mathias Second. Un peu d'ombre pour oublier la guerre. Dans la capitale du Darfour, chaque jour apporte son lot de réfugiés. Ceux qui ont eu de la chance sont arrivés jusqu'ici en famille. D'autres sont orphelins. Tous ont fui les combats et les pillages. Où est mon fils? Il est mort. Personne n'arrêtera la guerre. Personne ne me rendra mon fils. Si un jour la paix revient, si le calme est de retour, alors peut-être que je pourrai rentrer dans mon village. Retourner chez eux, un jour, la plupart des réfugiés n'y croient pas. Pour eux, la nouvelle force de l'ONU ne fera pas mieux que les soldats de l'Union africaine qui étaient là avant. 6000 soldats déployés en observateurs durant des mois, qui ne sont jamais parvenus à protéger les populations. Ni le gouvernement soudanais ni les soldats africains n'ont pu garantir la paix au Darfour. Ils ont tous été incapables de nous protéger. J'aimerais que la nouvelle force internationale nous aide, mais j'en doute. Cette nouvelle force internationale, c'est la force hybride, mélange de casques bleus et d'hommes de l'Union africaine. Malgré la parade, elle reste modeste. Sur 26 000 soldats promis, seul un tiers est opérationnel. Le Darfour est plus grand que la France. La force n'a même pas un seul hélicoptère. Pour se déployer rapidement, on doit se déplacer par les airs. Et pour le moment, nous n'avons pas de moyens aériens. Pour sa mission, la force hybride a besoin de 24 hélicoptères. À ce jour, aucun pays n'a accepté d'en envoyer. Au-delà du mandat et de l'équipement dont la force hybride va disposer, le retour de la paix au Darfour va avant tout dépendre de la volonté de la vingtaine de groupes en conflit ici de cesser les hostilités. En bref, au Proche-Orient, les chiites célèbrent aujourd'hui la fête de l'Achoura. Et c'est à cette occasion que le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a fait sa première sortie publique à Beyrouth depuis plus d'1 an. Autour de lui, vous le voyez, se sont rassemblés des dizaines de milliers de chiites libanais. En Espagne, l'arrestation de 14 extrémistes islamistes présumés suscite de nombreuses interrogations. Il s'agit de 12 Pakistanais et de 2 Indiens. Des explosifs ont été retrouvés après différentes perquisitions. Selon les premiers éléments de l'enquête, leur cible aurait pu être la ville de Barcelone. Explication, Jean-Marc Ilouz. Sous bonne escorte, dans ces fourgons qui s'engouffrent dans les locaux de la Guardia Civile à Barcelone, 14 islamistes radicaux soupçonnés de préparer un attentat en pleine ville. 12 Pakistanais et 2 Indiens interpellés après 5 perquisitions qui ont permis la découverte de substances non identifiées et de matériaux généralement utilisés pour les bombes artisanales, billes d'acier, minuteurs, pièces de téléphones portables et batteries. Du matériel informatique a également été saisi. Ces derniers jours, les forces de sécurité espagnoles ont reçu de la part de nos services et de services étrangers des informations selon lesquelles une nouvelle action terroriste se préparerait sur le sol espagnol, à savoir dans la ville de Barcelone même. Depuis les sanglants attentats islamistes qui firent 191 morts et plus de 1800 blessés dans 4 trains de la banlieue de Madrid en mars 2004, l'Espagne vit en état d'alerte permanente. Les 2 journalistes français Thomas Dandois et Pierre Cresson sont de retour en France, retenus durant 1 mois au Niger. Ils avaient retrouvé la liberté hier, ils ont atterri à Paris en début d'après-midi. Leurs proches les attendaient. Leurs premiers mots ont été pour leur chauffeur, toujours détenu au Niger. Les 2 journalistes ignorent si l'instruction dans cette affaire aboutira à un procès.
Économie maintenant avec un avant-goût des 300 décisions qui vont changer la France. C'est en tout cas le titre du rapport de la Commission sur la croissance présidé par Jacques Attali. Un rapport qui sera rendu cette semaine. Mais voici ce soir quelques-unes des mesures qui seront proposées par cette commission. Yves Ginca, Emmanuel Morel. Une quarantaine d'experts et une foule d'idées pour relancer la croissance. Réunie depuis 6 mois, la commission Attali vient de finaliser son rapport. 314 propositions, une vingtaine de chantiers à ouvrir pour libérer l'économie. Premier grand dossier, la libération totale des prix. Elle entrerait en vigueur dans le commerce et la distribution, l'hôtellerie et le cinéma. L'objectif est de stimuler la concurrence et favoriser ainsi l'émergence de nouvelles enseignes. Deuxième initiative, ouvrir les professions réglementées. Seraient concernés les taxis, les pharmaciens et les notaires. Principale mesure, la suppression des numerus clausus et la liberté d'installation pour de nouveaux professionnels. Troisième chantier, réduire les dépenses publiques. Il s'agit d'économiser 20 milliards par an d'ici 2012. Les départements seraient supprimés, de nouvelles franchises médicales instaurées et 2 fonctionnaires sur 3 non remplacés. Dernier projet, faciliter l'immigration. D'après la Commission, 50 000 nouveaux immigrants par an, c'est 0,1 point de croissance en plus. Elle propose donc de faire venir des étudiants, des chercheurs et des travailleurs dans les secteurs sous tension, comme le bâtiment. Outre ces propositions, le rapport aborde un très grand nombre de thèmes. Il sera remis mercredi prochain au président de la République. L'actualité sportive de ce samedi avec du football tout d'abord et la 21e journée de Ligue 1 qui a commencé cet après-midi avec la rencontre Lorient-PSG et le Paris Saint-Germain a chuté en terre bretonne, défaite 1-0. À suivre ce soir Marseille, Valenciennes, Le Mans, Bordeaux, encore Sochaux-Lille. Lyon, le leader, se déplacera demain à Lens. Francis Joyon est attendu cette nuit à Brest, sauf avarie. Le navigateur devrait pulvériser le record du Tour du Monde à la voile en solitaire avec plus de 12 jours d'avance. Joyon s'approche du but. Sur place, Christophe Duchiron et Christophe Vignal. Ce matin, à l'heure des croissants, les militaires de la Marine nationale étaient à la recherche d'un petit point à l'horizon, à la recherche d'une tache rouge sur fond de mer grise. Soudain, il y eut rencontre avec le trimaran que personne n'avait revu depuis son départ le 23 novembre dernier. Certes, Francis Joyon accomplit son tour du monde à la vitesse grand V, mais quand même, voir le bateau et l'entendre, ce fut une grande émotion. Je vous reçois bien, Marine nationale. Et tu penses que ce record, ce sera le plus beau souvenir de mer pour toi? C'est vrai que c'est des moments qui restent extrêmement forts, qu'on ne peut pas oublier, qu'on se retrouve dans le Grand Sud avec une température de 3-4 degrés au milieu des icebergs, avec 45-59 vents. C'est des choses qu'on peut difficilement connaître ailleurs. Dans son style, Joyon est un phénomène. Il va pulvériser le record d'Hélène MacArthur de 14 jours. Il va faire mieux que Steve Fossett et son équipage il y a 4 ans. Finalement, seul en 2005, Bruno Perron et ses 11 hommes ont été plus vite en 53 jours. Cet après-midi à Brest, à la pointe du Petit Minou, où Joyon devrait couper la ligne d'arrivée entre 2h et 4h du matin. Au cœur de la nuit noire, quelques terriens noctambules viendront célébrer l'exploit solitaire du marin tour du mondiste. Pendant la nuit, on verra au moins ces feux, et puis il y aura peut-être quelques bateaux autour, et un certain nombre d'aficionados qui seront là. En général, on n'est pas seul, on croit qu'on va être seul, et puis il y a pas mal de monde. C'est balèze, mais je suis pas marin, donc je connais pas spécialement, mais enfin ouais, c'est quand même balèze quoi. En plus d'être balèze, Joyon est un paradoxe à lui tout seul. Un type qui navigue entre l'homme et le surhomme, en toute simplicité. Et ta première volonté au passage de la ligne? Ça, je sais pas encore. Peut-être un petit déjeuner, vu l'heure. Ce sera on va dire des croissants, on va dire. Un bol de café et des croissants, petit plaisir, grand exploit. Un mot de tennis avec la suite de l'Open d'Australie. Côté français, Sébastien Grosjean a été éliminé. En revanche, le numéro 1 mondial Roger Federer a réussi finalement à sortir du piège tendu par le Serbe Tipsarevic. Victoire en 5-7, 10-8. Comme vous le voyez, dans le 5e. Les images maintenant de la plus belle descente de ski au monde. L'épreuve de Kitzbühel en Autriche est un mythe. Il faut oser se jeter sur cette incroyable piste. Et c'est ce qu'a fait aujourd'hui le Suisse Didier Kusch. C'est lui qui a été le plus rapide. Une course marquée par la chute spectaculaire de l'Américain Scott McCartney. Julien Benedetto. La Strafe, c'est un mur de glace effrayant. 800 mètres de dénivelé. 2 minutes quasiment en apnée. Pour beaucoup de skieurs, la victoire c'est déjà d'arriver en bas. À 140 km/h, l'Américain Scott McCartney chute lourdement sur la tête.
Après une glissade de 60 mètres, il est victime de spasmes et perd connaissance. Élitroyé vers l'hôpital, il souffre d'un traumatisme crânio-cérébral. Quelques minutes plus tard, le Français Pierre-Emmanuel Dalsin, en tête au premier temps intermédiaire, perd un ski et ses illusions de podium chutent sans gravité. Pour dompter la Strafe et ses 50 000 spectateurs, les favoris prennent parfois des risques insensés. L'Américain Bode Miller glisse sur la bâche de protection, une figure digne des rois du freestyle. Miller finira deuxième, battu de 27 centièmes par le Suisse Didier Kusch. Il a vaincu la Strafe, il a surtout vaincu sa peur. Impressionnant. De la mode maintenant avec un voyage à l'ombre des podiums alors que débutent la semaine prochaine les premiers défilés de haute couture. Notre équipe a pu rencontrer quelques-uns des artisans qui donnent vie à ces robes de rêve. Estelle Collin et Olivier Robert. Jais, corail, coquillage, paillettes, semis, cuvettes, cristal de roche. À l'ombre des podiums, elles brodent, cousent, tissent, polissent. On les appelle les fournisseurs d'élite. Juste au-dessus de leur tête, sous les toits, le trésor de François Lesage, un butin de 40 tonnes de perles qui dorment ici depuis plus de 150 ans. De ces réserves sont nés quelques 65 000 échantillons, une mine d'inspiration pour les plus grands couturiers du monde. Moi je me rappelle très bien quand j'ai voir M. Saint-Laurent, j'ai montré des échantillons de Schiaparelli, il me disait on va lui shipper. Hein. C'est très rare quand un couturier nous demande quelque chose qu'on n'a pas fait. Très très rare. La maison Lesage, comme la maison Le Marié, est considérée comme le dernier des Mohicans. De 300 plumassiers en 1900, voici le seul rescapé. Ici, pas de plume à 4 sous, que de l'exceptionnel. Hérons, aigrettes, autruches, oiseaux de paradis, martin pêcheur. C'est rare, ça? C'est-à-dire que c'est également protégé. Alors ne croyez pas qu'on met ça dans du papier journal par économie, c'est parce que ça empêche les mouches. Certaines, plus rares que d'autres. Au fond de cette boîte, l'un des secrets de la maison, 2 lophophores resplendissants nés dans les neiges de l'Himalaya, aujourd'hui introuvables car protégés par la Convention de Washington. Ce centenaire attend pour revivre le bon plaisir de la mode. Car une telle volière ne suffit pas, encore faut-il avoir les artisans au doigt d'or, une poignée d'hommes et de femmes capables de créer l'inégalable, 2000 heures de travail pour une simple robe. Ça, c'est la chose magique de la couture, c'est qu'on a un petit laps de temps et là, on doit tout faire rentrer quoi qu'il arrive. Qui décide de tout faire refaire la veille, c'est pas tant le problème, c'est que ça doit apparaître sur le défilé au moment donné. Des artisans d'élite regroupés aujourd'hui en une seule et unique société créée par Chanel, histoire que l'histoire continue. Musique avec le dernier album de Bernard Lavilliers intitulé Samedi soir à Beyrouth. 4 ans après ses carnets de bord, l'infatigable voyageur a posé ses valises dans différents endroits de la planète. Rencontre avec Olivier Lenuzza et Mathieu Birden. Cette image à la frontière d'une femme en blanc, allongée dans la poussière depuis un moment. Il revient d'un long voyage. Il y a le décalage horaire. J'aurais mieux fait de me taire, c'était pas le moment. Je suis plus seul qu'avant. Seul à une table, il nous reçoit dans sa tanière, un café parisien. Une affiche au mur et Beyrouth en arrière-plan. Beyrouth où Bernard Lavilliers a commencé à écrire son nouvel album. J'ai vu plein d'expos, j'ai rencontré des écrivains, donc je suis pas resté, mais dans une situation particulière. Je pense pas que j'aurais pu écrire ça ici, vous voyez, au Mécano Bar à Paris, là. Non, je crois pas. Une fois les textes peaufinés, restait à les mettre en musique. Direction les États-Unis. Je reviens de si loin, j'ai eu peur de te perdre. À Memphis, Tennessee, le chanteur travaille avec l'arrangeur des albums du maître Al Green, Respect. Puis il se rend en Jamaïque, Kingston, terre d'adoption de l'artiste. Moitié charnel, moitié voilée, bien trop lointaine, beaucoup trop près. Les cloches. C'est une espèce de reggae soul qui raconte des trucs terribles. Moi j'aime bien avoir le charme et la voix d'un crooner en disant des horreurs. C'est vraiment mon domaine, j'aime bien. Il y a 2 riffs de grade, il y a le boss. Et moi il faut que tu bosses. En 1968, il chantait dans les usines occupées.
40 ans plus tard, il dénonce le libéralisme et ses ravages. C'est une idée au fond d'un piège. Ils ont séquestré le travail. Il faut que tu bosses pour la survie, le cash, bosse pour dépasser la... Le chômage, la guerre, mais également l'amour, les rêves. Bernard Lavilliers reste fidèle à ses convictions, à lui-même. Avant de se quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal, la déclaration aujourd'hui de Nicolas Sarkozy aux marins-pêcheurs de Boulogne-sur-Mer. Le président de la République s'est déclaré favorable à un assouplissement des quotas de pêche fixés par l'Union européenne. Pas de commentaire pour le moment de Bruxelles. Le ministre Michel Barnier a confirmé ce soir dans ce journal que ces quotas devaient être révisés. Voilà pour l'actualité de ce samedi. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Dans un instant, la météo avec Isabelle Martinet. 20h50, la fête de la chanson française présentée par Daniela Lombroso. Une soirée dédiée au chanteur Carlos, disparu cette semaine. Je vous retrouve demain pour l'information. L'invité politique de Dimanche 13h sera Jean-Louis Debray. Passez une belle soirée et à demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.